Vous voilà, voyageur. Vous me voyez ravi. Avez-vous passé de bonnes fêtes? Je l'espère. Pour débuter cette nouvelle année, nous allons voir une histoire un peu différente d'habitude. Comme je vous l'avais annoncé la dernière fois, nous allons repartir sous terre, mais cette fois-ci, point de guerre, d'expérience ou d'escouade, non. Pour ce soir, nous allons nous plonger dans une toute autre science, l'archéologie. Les mystères antiques m'ont toujours passionné, pas vous? Bien, il est temps de nous mettre en route afin d'explorer les vestiges interdits. Pour ce conte, nous nous rendons dans un pays près de l'équateur, connu pour ses ruines au sommet des montagnes, découvertes une quinzaine d'années avant les événements dont nous allons parler. Mais le commencement de ceux-ci ont lieu ailleurs, dans un pays que nous avons visité récemment, de l'autre côté de la Manche, entre les deux guerres. C'est donc là que nous allons suivre Lewis, jeune trentenaire passionné d'histoire et neveu d'un archéologue de renom, le docteur Léon Manford. Tous deux avaient mené ensemble des expéditions fructueuses leur ayant permis de faire d'importantes découvertes sur les civilisations antiques. Cependant, le docteur Manford était parti 2 mois auparavant pour une nouvelle expédition, tandis que Lewis, ayant eu d'autres obligations, n'avait pu l'accompagner. Il fut tout de même convenu que son oncle lui enverrait régulièrement des nouvelles sur les avancées de ses recherches. Cet accord fut tenu, Lewis recevant une lettre par semaine, son oncle y partageant son enthousiasme naturel, décrivant les restes d'une cité perdue en pleine jungle au pied d'une montagne. Il écrivait que les vestiges de cette cité étaient particulièrement fascinants. Car bien que l'architecture soit très proche de celle trouvée dans la région, celle-ci différait légèrement et paraissait même plus ancienne. Ces lettres laissaient paraître une excitation grandissante, le docteur parlant même d'une découverte historique. Ces envois de lettres durèrent 1 mois et demi, puis s'arrêtèrent brusquement. Au début, Lewis ne s'inquiéta pas outre mesure. Au vu du contenu de la dernière lettre, il pensa que son oncle était trop plongé dans ses études. Bien qu'il avait pensé cela plus pour se rassurer que par réelle conviction. Ce fut lors de la 3e semaine sans lettre qu'il commença à penser que quelque chose avait dû se produire, et là, le contenu de cette fameuse missive prit un autre sens. Mais que disait-elle ? Eh bien, en voici le contenu. Mon cher Lewis, cette cité ne cesse de me surprendre. Les découvertes s'enchaînent et je crains que ces lettres ne puissent leur rendre justice. Croyez-moi, je pèse mes mots. Selon mes premières estimations, le peuple ayant bâti cet endroit était au même stade que les civilisations alentours, voire même plus, alors qu'il leur était antérieur. Je vous ai déjà partagé mes premières observations sur leurs connaissances avancées en médecine et en mathématiques, mais il semblerait qu'ils étaient également précurseurs en astronomie. Pour l'heure, nous n'avons pas beaucoup avancé sur l'étude de leur langage. Ce dernier se révèle être plus complexe que ce que nous avions pensé en premier lieu. Cependant, le sujet de cette lettre est tout autre. Il se trouve que Charles a fait une nouvelle découverte. Au nord de la cité, il se trouve un chemin enseveli par le temps
menant vers le sommet de la montagne. En le suivant, nous sommes arrivés à une structure, une entrée dans le cœur même de la montagne. Malheureusement, nous n'y sommes pas entrés. Une telle expédition demande de la préparation. Je ne vous cache pas qu'à cette heure, la patience me fait défaut. Nous sommes actuellement en train de préparer tout ce dont nous aurons besoin et ainsi nous pourrons explorer les lieux dès l'aube. Je ne manquerai pas de vous tenir informé des découvertes que nous y ferons. Il y a de grandes chances que ce qui se trouve à l'intérieur de la montagne soit encore dans un état exceptionnel, à l'abri des caprices de la météo depuis des siècles. Mon cher neveu, j'ai grande hâte de votre venue et que vous puissiez voir tout cela de vos propres yeux. À très bientôt et avec tout mon amour, votre oncle Léon. Lewis avait relu ces lignes à plusieurs reprises et plus les jours passaient, plus il paraissait évident que le vieil homme avait eu un accident durant son exploration. Notre homme était enfin libéré de ses obligations. Il se mit donc à préparer le voyage afin de rejoindre l'expédition au plus vite. Son objectif était de partir avant la fin de semaine et pour cela il lui restait 3 jours. Préparer un voyage à l'autre bout du monde en si peu de temps était une tâche complexe, mais notre jeune explorateur s'y attela sans perdre de temps. Il prépara son itinéraire, trouva un avion, des provisions, mais il n'eut pas le temps de monter une équipe. Il partirait donc seul. Le samedi, il embarqua à bord de l'avion en direction de l'Amérique du Sud. Lorsqu'il posa le pied à terre, il se rendit rapidement dans la ville la plus proche de la jungle où son oncle effectuait ses fouilles et y chercha un guide. Il eut quelques difficultés mais parvint tout de même à en trouver un. Il en profita pour se renseigner sur l'expédition de son oncle, mais tout ce qu'il put apprendre fut que personne n'était venu déposer de courrier depuis 4 semaines. L'homme qu'il avait trouvé pour guide, un certain Joseph, lui indiqua qu'il savait dans quelle direction se rendre pour le retrouver, mais il souligna qu'une fois sur place, il ne foulerait pas le sol de ces ruines, car, selon lui, elles étaient maudites. Notre cher Lewis ne chercha pas à le convaincre, bien conscient que ce genre de croyance était très forte. Au cours de ses différentes expéditions, il avait souvent entendu ce genre de rumeurs, mais il ne fut jamais frappé par la moindre malédiction. Il fut alors convenu qu'il partirait le lendemain à l'aube. Durant la nuit, l'explorateur eut quelques difficultés à trouver le sommeil. Son inquiétude était grandissante vis-à-vis de son oncle. Son esprit oscillait entre l'espoir de le retrouver vivant et la peur de ne pas le retrouver du tout. La nuit passa ainsi, notre homme alternant entre sommeil léger et réveils impromptus, jusqu'à ce qu'enfin l'aube se mette à poindre. Impatient, Lewis se prépara si rapidement qu'il fut au point de rendez-vous 10 minutes avant son guide. Il le paya, puis ils se mirent en route. Joseph était parfaitement équipé pour marcher à travers la jungle. Couteau, machette, il était tellement à l'aise que tout ceci ne semblait être qu'une promenade de santé pour lui. Il se déplaçait au travers de la végétation avec tant d'aisance que même Lewis fut impressionné. Cela leur permit d'avancer rapidement, si bien qu'il ne leur fallut que 3 heures pour arriver à destination. Joseph s'arrêta et indiqua à notre homme qu'il n'irait pas plus loin. Il l'attendrait jusqu'à ce que le soleil soit entièrement sorti de l'horizon le lendemain matin, puis d'un geste du bras, il lui indiqua la direction à suivre. Selon lui, les ruines se situaient en contrebas. Il lui indiqua donc comment descendre en sécurité. Lewis le remercia, puis il poursuivit seul. Au bout d'une dizaine de mètres, il se trouva au bord d'un précipice donnant sur la cité perdue. En la voyant, notre homme fut subjugué. Il comprit immédiatement la fascination dont son oncle Léon avait pu faire preuve au travers de ses lettres. Il ne put s'empêcher de prendre un instant pour l'admirer, laissant son cœur se perdre dans l'excitation de la découverte. C'est à cet instant qu'il remarqua des bivouacs entre des arbres et des bâtiments.
Ceci le ramena subitement à la réalité, coupant net toute excitation provoquée par la découverte des lieux, puis il s'attela à les rejoindre au plus vite. Il suivit les indications que lui avait données Joseph pour descendre et put ainsi rejoindre les tentes. Il inspecta minutieusement l'intérieur, puis l'extérieur, à la recherche de la moindre activité récente, mais sans succès. La nourriture présente avait même commencé à pourrir. Tout ce qu'il put trouver fut les notes de son oncle et celles de ses collègues. Quelque peu dépité, Lewis prit un instant pour réfléchir. Son inquiétude ne faisait que grandir. Il comprit qu'il allait devoir trouver la fameuse structure dont Léon avait parlé dans sa dernière lettre. Avec un peu de chance, l'expédition y avait établi un nouveau campement et l'isolement du lieu les contraignait probablement à y rester. Mais notre homme n'y croyait pas tant que ça. Au fond de lui, l'espoir s'estompait. Mais il savait que pour savoir ce qui était réellement arrivé, il allait devoir se rendre au nord et trouver le fameux chemin dans la montagne. Il se munit de sa boussole et commença à la suivre. Il avança entre des structures relativement bien conservées et d'autres n'étant plus que des amoncellements de pierres. Il découvrit même qu'une petite partie de la cité avait été coupée par un petit ruisseau, des ouvertures des bâtiments donnant directement sur l'eau. Restant un archéologue avant tout, il prit tout de même le temps d'admirer l'architecture de ces derniers, mais dès qu'il s'arrêtait pour les regarder d'un air fasciné, sa priorité absolue lui revenait à l'esprit, le poussant alors à poursuivre sa route et même à hâter le pas. Il marcha ainsi près d'une demi-heure jusqu'à ce qu'il se trouve face à un dénivelé. Il le longea une dizaine de minutes supplémentaires à la recherche du chemin jusqu'à ce qu'il remarque un balisage. Visiblement, l'expédition avait laissé un drapeau blanc pour la retrouver plus facilement. Sans hésiter, Lewis s'engagea sur le chemin et commença son ascension. Comme son oncle lui avait indiqué, le chemin était en grande partie enseveli sous la terre et la végétation, mais très vite, il se trouva face à des marches qui, elles, étaient bien visibles. Bien qu'étonné par la préservation quasi parfaite de ces escaliers, il les gravit sans se poser plus de questions. Chaque marche le rapprochait davantage des réponses à ses interrogations, et c'était tout ce qui comptait pour lui. Le chemin se trouva très vite à flanc de montagne, offrant une vue splendide sur la vallée en contrebas. Tandis qu'il poursuivait son ascension, Lewis s'accorda le plaisir d'admirer ce panorama, mais sans s'arrêter pour autant. Il ressentait une certaine amertume vis-à-vis des circonstances l'ayant mené dans ces lieux et regrettait de ne pas avoir pu rejoindre l'expédition plus tôt afin de pouvoir profiter pleinement de ces merveilles. Ce fut donc au terme de 3 longs quarts d'heure qu'il arriva enfin à l'entrée du temple de la montagne. Celle-ci semblait avoir été taillée directement dans la roche, et elle était bien plus grande que ce à quoi l'archéologue s'attendait. La structure, avec une vue dégagée sur la vallée, offrait un spectacle à couper le souffle. Enfin, Lewis était déjà à bout de souffle. Il prit un instant pour boire et éponger sa sueur, puis entra dans le temple. Comme il s'y attendait, il trouva un campement dans l'immense hall d'entrée, mais aucun signe de vie. Il l'examina et tomba sur le journal de son oncle. D'après ce qu'il pouvait y lire, le vieil homme ne tarissait pas d'éloges sur l'endroit. Le docteur Manford était tellement euphorique que ses écrits en étaient confus. Tantôt il parlait d'architecture, tantôt de la culture. Puis il revenait sur l'architecture avant de dériver sur les croyances du peuple ayant vécu dans ces lieux. Il mentionna que des fresques murales sculptées faisaient mention d'étranges créatures vivant au cœur de la montagne que les autochtones semblaient vénérer en ces temps reculés.
Il avait dressé quelques théories sur l'origine de ses croyances, mais les écrits laissaient tout de même transparaître une certaine réserve. Cependant, c'était la dernière entrée, datée du 3e jour d'exploration des lieux, qui retint véritablement l'attention de notre homme. Il y était écrit que 2 membres de l'expédition manquaient à l'appel. Selon le docteur, ils avaient dû s'égarer en visitant les lieux plus en profondeur. Il expliquait que le temple s'enfonçait profondément dans le cœur de la montagne et qu'à l'heure de l'écriture de ces lignes, il n'avait exploré que les 2 premiers étages. Léon concluait son entrée en écrivant que l'équipe se préparait à la recherche des disparus. De toute évidence, il n'en était jamais revenu. Lewis posa le journal, se sentant alors pris par un étrange vertige le contraignant à s'asseoir. Il était dès lors évident que l'expédition s'était égarée lors de la recherche des disparus. Peut-être ces derniers étaient-ils tombés dans un ancien piège ou un précipice, et l'équipe, en les recherchant, aurait pu connaître le même sort. Lewis était tiraillé. D'une part, il avait une idée relativement précise de ce qui avait pu arriver, le trépas de son oncle et de ses collègues ne faisant plus aucun doute. Il avait largement de quoi quitter les lieux pour rejoindre Joseph et revenir plus tard avec une équipe plus complète pour tenter de retrouver les corps. Mais d'une autre part, il avait envie de connaître la vérité. Toute la vérité. Il n'avait pas pris le temps de monter une équipe pour effectuer les recherches et s'était empressé de venir seul. Alors, après tout, pourquoi ne pas aller au bout? Il était sur place, avait une idée de ce qui s'était produit. Il n'avait qu'à se montrer prudent. Il prit donc la décision de poursuivre. Dans le fond, la curiosité le dévorait. Aussi bien celle concernant le sort de son oncle que celle de l'archéologue en lui voulant découvrir les lieux. Il prit une torche encore présente dans le camp de fortune puis l'alluma afin de se mettre en route. Dans un premier temps, il examina les lieux avec attention. Sur la droite se trouvait une petite salle vide dont les murs étaient recouverts de fresques sculptées. Sur la gauche, des escaliers taillés à même la roche descendant dans les profondeurs de la montagne. Il les emprunta avec précaution. Ils avaient beau être en parfait état, il savait que la prudence devait être de mise. Au terme des marches, Lewis arriva dans une immense salle plongée dans la pénombre la plus totale. Une obscurité telle qu'elle semblait dévorer la lumière émanant de la torche afin de l'empêcher d'éclairer les alentours. Vous vous en doutez, il en fallait plus pour effrayer notre fougueux explorateur. Ce dernier s'avança, les flammes révélant peu à peu les vestiges antiques. Notre homme se trouvait dans une grande salle remplie de piliers taillés, une fois de plus, à même la roche, soutenant le plafond. Les parois de la caverne comptaient de nombreuses entrées menant à des petites salles annexes, certaines ayant certainement servi de stockage, les autres, entièrement vides, gardaient le secret de leur utilité passée. Lewis observa avec attention chaque recoin, plus par prudence que par passion. Il était à l'affût de la moindre trace de l'expédition, mais il y en avait peu. Quelques outils ici ou là, des chiffons au sol, mais rien de plus. Il trouva un autre escalier lui permettant de s'enfoncer davantage dans les profondeurs. Mais il ne trouva pas plus de traces dans l'étage inférieur. Le silence pesant des lieux créait en lui un sentiment d'oppression, ne faisant qu'accroître sa prudence. Il ignorait depuis combien de temps il arpentait les lieux, et la faim commençait à lui tordre le ventre. Il prit une pause contre l'un des piliers afin de se restaurer, mais il ne put s'empêcher de poursuivre ses réflexions. Son oncle avait écrit dans son journal qu'ils avaient exploré les 2 premiers étages, ce qui signifiait
qu'il s'était égaré au-delà de ces derniers. Il se trouvait lui-même au second, donc il savait exactement où il allait devoir se rendre. Il termina son repas, puis se mit en quête du prochain escalier. Il le trouva sans mal, et s'y engouffra jusqu'à se trouver non pas dans une salle, mais dans une caverne naturelle. Celle-ci était grande, immense même, les parois étant par endroits incrustées de petits cristaux orange, tandis qu'à d'autres, la roche était couverte de mousse. Les cristaux reflétaient la lumière projetée par les flammes de sa torche, donnant un aspect quasi surnaturel à l'endroit. Lewis était fasciné, bien qu'il ne comprenait pas pourquoi le temple menait directement à cette grotte. La seule explication qui lui vint à l'esprit était qu'il ne s'agissait pas d'un temple, mais d'une mine. En constatant l'étendue de la caverne, il commença à douter de la possibilité de retrouver le corps de son oncle. La curiosité restait tout de même plus forte. Il avança prudemment dans la caverne, regardant avec attention où il posait les pieds. Un peu plus loin, un gouffre s'étendait devant lui, mais il était longé par un chemin largement praticable. Cette fois-ci, la raison prit le pas, le faisant songer à faire demi-tour. Mais un étrange petit cliquetis attira son attention. Il pointa sa torche en direction du chemin. Il avança de quelques pas, puis il aperçut quelque chose au sol se révélant peu à peu à la lumière. Son cœur fit un bond. Il s'agissait d'un chapeau. Lewis s'en approcha afin de le ramasser et l'examina avec attention. Le couvre-chef était déchiré sur l'un des bords. L'archéologue n'aurait su en dire l'origine, mais à aucun moment il ne songea à une attaque. Après tout, que pouvait-il y avoir de vivant dans un tel lieu en dehors des chauves-souris ? Notre homme reporta son attention sur les alentours et à quelques mètres devant lui, dans la pénombre, il eut l'impression que des cristaux avaient bougé. Il secoua la tête afin de se ressaisir. La découverte de l'objet abîmé lui avait fait confondre les reflets de sa torche avec des yeux mouvants dans l'obscurité. Cette découverte l'encouragea malgré tout à poursuivre en ravivant sa soif de vérité. Il poursuivit donc sa route pas à pas. Le chemin déboucha sur une autre caverne et à l'intérieur de celle-ci, il trouva un sac. Celui-ci était également déchiré et son contenu était répandu au sol. Cette fois-ci, il n'y eut aucun doute. Il s'agissait du sac à dos de son oncle. Même dans cet état, il l'aurait reconnu entre cent. Il se jeta à genoux auprès de lui et le prit avec soin dans les mains. En le regardant, les larmes montèrent en lui. L'émotion était telle qu'il ne se demanda même pas ce qui avait bien pu déchirer ce sac de la sorte. Lewis se laissa aller aux pleurs, mais le petit cliquetis qu'il avait entendu plus tôt reprit. À seulement quelques petits mètres devant lui, attirant ainsi son attention. En levant la tête, il se figea. Une étrange créature se tenait près de lui, le fixant avec ses deux grands yeux orange luisants. Elle-même n'était pas très grande, mais elle avait deux longs bras se terminant par des mains aux doigts longs et crochus. Elle se tenait sur deux petites jambes relativement fines. Sa peau grise comprenait par endroits de petites excroissances oranges. Sa tête, quant à elle, avait une forme ovale à l'arrière de laquelle se trouvaient deux petites antennes tournées dans le même sens. Sa bouche, quant à elle, était dissimulée derrière de nombreuses flagelles fines. La créature regardait en direction de notre archéologue, puis autour d'elle, comme pour s'assurer que cette nouvelle proie était bien seule. Puis elle se pencha vers lui en ouvrant lentement la gueule. Lewis eut un mouvement de recul, le faisant basculer en arrière, tout en laissant échapper un petit cri de surprise.
Il ne lâcha pas le monstre du regard et tenta de regagner son sang-froid. Il était seul, mais la créature l'était également. Il avait peut-être bien une chance de s'en sortir. Enfin, lorsque d'autres cliquetis se firent entendre autour de lui, cet espoir s'effondra. De plus en plus de petites lueurs oranges apparurent autour de lui. Les cris qu'il poussa ensuite ne remontèrent pas jusqu'à la surface où le soleil se couchait paisiblement, l'astre lui-même ignorant tout de l'horreur se déroulant au cœur de la montagne. Dans les semaines qui suivirent, l'absence de Lewis et Léon fut remarquée, mais personne n'avait été mis au courant de leur dernière expédition. Les lettres du docteur Manford furent retrouvées chez son neveu, mais sans emplacement précis, aucune expédition de recherche ne fut menée. Quelques archéologues curieux tentèrent de retrouver la fameuse cité, certains sans succès, d'autres disparaissant à leur tour, donnant à cette cité perdue le nom des vestiges interdits. Beaucoup finissaient même par penser que ce lieu n'existait pas et que les expéditions perdues étaient simplement égarées dans la jungle où ils finissaient tous par mourir de faim. J'espère, voyageurs, que cette histoire vous permettra de réfléchir à 2 fois avant d'explorer un lieu isolé et inconnu. Il n'y a pas toujours d'anciennes créatures vénérées par des civilisations antiques, mais vous ne pouvez jamais savoir ce qui peut se trouver dans l'ombre. Pour notre prochaine rencontre, nous resterons dans la science, plus précisément la médecine, lors de l'épidémie la plus célèbre du Moyen-Âge. D'ici là, n'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo. Surtout aussi de vous abonner pour ne pas manquer les prochains contes, car l'épouvantail aura toujours une histoire pour vous.